Tu es au niveau 1, simple soldat. Tu as 18 ans. Tu te rends au bureau de recrutement, même si c'est à contre-cœur. Tu y entres parce que ton père est revenu avec le drapeau posé sur la cheminée et un silence qu'il n'a jamais expliqué. Parce que la ville de l'Est du Tennessee n'a qu'un seul magasin, un seul restaurant et aucun espoir pour l'avenir. Parce que l'homme du bureau de recrutement t'a serré la main comme si tu faisais déjà partie des leurs. Un mercredi après-midi, tu signes. Ta mère commence à s'attrister. Ton père hoche la tête avec fierté. 3 semaines plus tard, tu es dans un bus en route pour la Caroline du Sud. On est en juillet. Dès que tu mets le pied hors du bus, l'air te frappe comme une serviette mouillée. Avant même que tes sacs ne touchent le sol, un sergent instructeur s'est déjà mis à hurler. Il s'appelle le sergent-chef Moreau. Il mesure 1,77 mètres, mais on dirait qu'il en fait 1,96. Pendant 2 semaines, il ne te demande pas ton nom. Tu n'es qu'un numéro, juste un morceau de viande. La caserne accueille 60 recrues. Des lits superposés en acier, des couvertures en laine verte, une armoire par personne. Rien d'autre. Tu apprends à faire un lit dont les coins sont si pointus qu'ils pourraient ne couper du papier. Tu apprends ça parce que si le pliage de Moreau est décalé d'1 millimètre, il renverse le lit. À la 3e fois, tout le monde, toi y compris, fait des pompes. Réveil à 4h45. Avant le petit déjeuner, tu cours 9 km. Le petit déjeuner se compose d'œufs en poudre, de pain grillé rassis et de jus d'orange qui n'est que de l'eau. Tu le manges comme si c'était un steak, car dès que tu t'assois, ton corps a déjà brûlé tout ce qui restait de la veille. La première semaine, 3 personnes abandonnent. Tu les regardes rassembler leurs affaires. L'une d'elles est très triste, mais tu ne la juges pas. Tu la comprends. La 3e semaine, tu passes l'examen de qualification avec le fusil M16 A2. Tu touches 37 cibles sur 40. Moreau passe à côté de toi sans te dire un mot. Cette nuit-là, un autre soldat novice te dit que le niveau 36 est celui des experts. Pour la première fois depuis des semaines, tu dors aussi paisiblement. La 7e semaine, tu effectues le parcours d'obstacles en tenue complète. Tu franchis de nombreuses épreuves difficiles. Escalade de cordes, saut de mur, rampage dans la boue sous des barbelés. Ce n'est pas une simulation, ce sont de vrais barbelés. Ils sont suffisamment bas pour qu'ils te repèrent si tu lèves la tête. Tu gardes la tête baissée. C'est la première leçon réelle et sérieuse de l'armée. Garder la tête baissée n'est pas de la lâcheté. Parfois, c'est simplement une question de survie. Tu obtiens ton diplôme de l'entraînement au combat de base un vendredi de septembre. Ta mère est assise dans les tribunes, vêtue d'un chemisier jaune qu'elle a acheté pour cette journée. Tu ne dérailles pas du pas en passant devant elle lors de la marche au pas, mais tu repères son visage dans la foule. Tu ne t'es jamais tenu aussi droit de toute ta vie. Niveau 2 caporal. Tu as 19 ans, on t'envoie en Géorgie. Tu es fantassin dans la section 11, bravo, la colonne vertébrale de l'armée, comme on dit. Ce qu'ils veulent dire, c'est que tu seras le premier à entrer et le dernier à sortir, et que tout le reste reposera sur tes jambes et ton dos. C'est plus dur que l'entraînement de base, à bien des égards. L'entraînement physique est plus spécifique, plus impitoyable et plus ciblé. Tu cours désormais avec des charges, des marches avec sac à dos de 20 km, puis 25, puis 32, avec des bottes qui ne sont pas encore tout à fait rodées, sur la terre rouge de Géorgie qui se transforme en ciment quand elle sèche. Tu arrêtes de compter les kilomètres et tu commences à compter les pas. C'est la seule maths qui te permet de tenir debout. Tu fais la connaissance du caporal Gabriel Chevalier. Il vient de Shreveport en Louisiane. Il rit de tout. C'est aussi le meilleur tireur de la section, voire du bataillon. À 300 mètres, il peut regrouper 3 balles dans le diamètre d'une pièce de monnaie. Il le fait comme si c'était un jeu d'enfant. Webb te dit quelque chose qu'aucun manuel d'entraînement ne mentionnerait jamais. Il dit « L'armée t'apprend à combattre. Elle ne t'apprend pas qu'en réfléchir. C'est à toi de le faire. » Cette nuit-là, tu écris. Tu gardes ce carnet pendant 20 ans. En novembre 1998, tu es affecté à la 82e division, aéroportée à Fort Bragg, en Caroline du Nord. D'abord, l'école de parachutisme, 5 semaines. Tu sors d'un C-130 à 380 mètres d'altitude pour rejoindre la zone de saut. Lors du premier saut, ton cerveau te hurle de ne pas le faire. Tous tes instincts te disent
ne sors pas d'un avion en vol. Mais tu sautes quand même. Ces 3 secondes de chute libre avant que le parachute ne s'ouvre sont le moment le plus solitaire et le plus intense que tu aies jamais vécu. Tu gagnes tes ailes de parachutiste et tu les couds toi-même. Tout comme ton grand-père a cousu ses insignes de la marine il y a 40 ans. Puis vient le Kosovo. 1999. La 82e division est déployée dans le cadre de la force de stabilisation de l'OTAN. Tu n'es pas au combat, tu protèges la zone tampon, tu te tiens au poste de contrôle, tu observes, tu attends. Des familles déplacées passent chaque jour par ton secteur, transportant tout ce qu'elles possèdent dans 2 sacs. Des enfants qui ne parlent pas, des hommes qui évitent le regard. Un après-midi, un vieil homme tente de te tendre une miche de pain par-dessus la clôture du poste de contrôle. Les ordres interdisent de tout contact. Tu obéis aux ordres. L'homme pose le pain sur le poteau et s'en va. Tu réfléchis bien plus longtemps que tu ne l'aurais voulu avant d'accepter ce pain. Sans que personne ne te le demande, tu renouvelles ton contrat. Tu es au grade de caporal. Tu as 24 ans. Tu te trouves à Fort Bragg lorsque les tours s'effondrent. C'est le 11 septembre 2001. Avec 40 autres soldats, tu regardes les images à la télévision dans la salle commune. Personne ne dit un mot pendant un long moment. Puis quelqu'un dit « On y va ». Il a raison. Jusqu'en 2002, tu es dans la province de Kandahar, tu dors dans une base avancée qui était une piste d'atterrissage soviétique il y a 20 ans. Les montagnes au loin sont brunes, immuables et indifférentes à tout ce qui se trouve à leurs pieds. Tu commandes une équipe de tir de 9 personnes. Le grade de caporal ne t'a pas été attribué. Tu l'as gagné en tant que soldat que les autres suivent sans que personne ne le dise. Ton interprète s'appelle Darvud. Il a 22 ans et essaie d'envoyer sa petite sœur à l'école. Il ne porte pas d'armes et marche devant toi, comme si le sol n'était pas dangereux. Tu lui fais davantage confiance qu'à la plupart de ceux qui arborent des insignes de grade. 3 mois plus tard, à 4h30 du matin, votre escouade nettoie une position fortifiée au bord d'un lit de rivière asséché. 2 pièces sont vides. Dans la 3e, avant même que vous ayez pu crier, un homme pointe son fusil sur votre soldat de tête. Vous prenez une décision en moins d'1 seconde. Le débriefing qui suit est clinique. La menace a été neutralisée. Les règles d'engagement ont été respectées, l'action a été jugée légitime. Mais, sans incident, ne signifie pas tout va bien. Tu rédiges le rapport. Tu le signes. Tu retournes à ta couchette et tu fixes le plafond jusqu'à ce que tout le monde se réveille dans la base. Webb t'envoie une lettre de Bragg. Il est devenu sergent-chef. Il te demande comment tu vas. Tu lui réponds « Je vais bien ». Ce que tu veux dire « Je suis toujours là ». Jusqu'en 2004, tu effectues 2 rotations en Afghanistan. Tu reviens avec l'insigne d'infanterie de combat, la médaille de la reconnaissance de l'armée marquée d'un V et un silence que tu n'avais jamais connu auparavant. Ta commandante de section, le capitaine Élise Harov, te prend à part avant le début de ta permission. Elle te dit de postuler à l'école des officiers. Tu y réfléchis pendant 4 jours, puis tu postules. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais voir ensuite. Pour l'instant, clique sur « J'aime » et abonne-toi pour ne pas rater la suite, on publie tous les jours. Tu es au niveau 4, lieutenant. Tu as 26 ans. L'école des aspirants officiers de Fort Benning, c'est 12 semaines de pression intense. Ici, on ne te brise pas. Ils savent déjà que tu ne céderas pas. Ce qu'ils testent, c'est ta façon de diriger. Quand tu es épuisé, quand tu manques d'informations, quand les 2 mauvaises options sur la table sont les seules options possibles. Tu termines parmi les 15% meilleurs de ta promotion. Ta mère te fixe l'étoile d'or sur l'épaule. Ses mains tremblent légèrement. Tu la laisses marcher, tu la laisses faire. Tu es affecté à la 1re division d'infanterie à Fort Riley, au Kansas, la Grande Rouge 1. Jusqu'en 2006, tu es dans la province d'Anbar, à l'ouest de Bagdad. Ramadi est actuellement la ville la plus disputée d'Irak. Ici, l'insurrection n'est pas abstraite. Elle est sur les murs, dans les rues, sur les visages d'hommes qui n'ont pas encore décidé de quel côté ils se rangent. Tu commandes d'un peloton de 32 soldats, dont la moyenne d'âge est de 21 ans. Tu as 26 ans
et tu es chargé de ramener les 32 d'entre eux sains et saufs à la maison. Un matin d'avril, le convoi heurte un engin explosif improvisé, IED, sur la route mobile, à 3 km de Ramadi. Le MRAP absorbe la majeure partie de l'explosion, mais ton tireur, le caporal Danny Okafor, originaire de Columbus, dans l'Ohio, est touché par des éclats d'obus au bras gauche et à l'épaule. Il est conscient. Il hurle. C'est en fait bon signe. Tu organises dans l'une son évacuation en 18 minutes. Il perd partiellement l'usage de 2 doigts. Il est en vie. Il rentre chez lui. 2 ans plus tard, lors de la cérémonie de démobilisation, il donne à son premier fils le prénom de Daniel Gabriel. Son deuxième prénom vient de Webb, dont tu as parlé lors d'une patrouille de nuit. Tu t'en souviendras toujours. Tu rends visite à Okafor une fois, 2 ans après votre retour à tous les deux. Tu es assis dans sa cuisine à Columbus. Sa femme prépare du café. Sa fille dort dans la pièce voisine. Il te montre sa main. 2 doigts qui ne se referment plus tout à fait. Il dit « Les 8 autres sont toujours là ». Il rit en disant cela. Cela signifie bien plus qu'il ne peut l'exprimer. À la fin de la rotation en Irak, tu apprends une chose que seule l'armée enseigne par l'expérience. La planification est indispensable. Les plans sont éphémères. C'est dans l'écart entre les deux que les leaders se forgent véritablement. Le commandant du bataillon écrit dans ton évaluation « Fais preuve d'un sang-froid hors du commun sous le feu, prêt à assumer des responsabilités accrues. » En l'espace de 3 ans, tu es promu d'abord lieutenant, puis capitaine. Niveau 5, capitaine. Vous avez 30 ans. Vous commandez la section Alpha, 2e bataillon, 16e régiment d'infanterie. 140 soldats. Vous êtes responsable non seulement de leur performance sur le terrain, mais aussi de leur logement, de leurs soldes, de leur famille et de leur carrière. L'armée n'est pas seulement une force de combat, c'est une communauté. Les communautés exigent plus que de la tactique. En 2010, tu es de retour en Afghanistan. Cette fois-ci, dans la province de Kunar. Le terrain ne ressemble en rien à celui de Kandahar. Partout, des montagnes, des vallées qui canalisent le son et dissimulent tout. Tu étudies l'histoire. Tu lis les expéditions britanniques des années 1840, l'occupation soviétique des années 1980, les dynamiques triadylamiques tribales qui ont précédé les frontières modernes. Les soldats te demandent pourquoi tu lis autant. Tu leur réponds « Parce que le grand-père de l'homme qui nous tire dessus aujourd'hui a tiré sur quelqu'un d'autre dans cette même vallée. Si tu ne connais pas la vallée, tu ne peux pas comprendre la guerre. » L'un de vos sous-officiers, même le lieutenant Karl Gwan, apprend le pachto à un niveau de conversation courante en 4 mois. Les renseignements qu'il a obtenus grâce à ses relations locales sauvent votre compagnie de 2 embuscades que vous n'auriez jamais repérées sur aucune carte. Vous rédigez une citation à son honneur. Elle est approuvée. Près de la rivière Pêche, vous rencontrez un ancien du village nommé Hamdoullah. Darwood, ton ancien interprète de 2002, travaille comme interprète pour un collègue de l'autre côté de la cour. 8 ans et des milliers de kilomètres parcourus dans la même guerre. Vous vous saluez d'un signe de tête. Pas besoin de mots. Le chef du village dit que son village veut une école, pas des soldats. Il le dit sans colère, avec la patience de celui qui l'a déjà dit et qui s'attend à nouveau à être ignoré. Tu le notes dans ton carnet. Tu l'inclus dans ton rapport d'après-opération. Ça ne changera pas la politique, mais tu l'écris quand même. Tu intègres l'école de commandement et d'état-major à Fort Leavenworth, au Kansas, un master en uniforme. Tu obtiens un master en arts et sciences militaires et tu repars avec une compréhension plus claire de ce que tu ne savais pas encore. Cette compréhension vaut plus que le diplôme lui-même. Grade de major, tu as 35 ans, tu es affecté au Pentagone, à la direction des opérations G3 de l'armée de terre. Un couloir de 27 km, 23 000 personnes, une ville qui dirige la plus grande armée du monde. Ton travail consiste à élaborer des scénarios de planification des contingences qui pourraient ne jamais se produire, mais pour lesquels il faut être prêt, si jamais ils se produisaient. Tu travailles avec des colonels de l'armée de l'air, des commandants de la marine et des analystes de l'agence de renseignement de la défense. Rien n'avance vite.
Les 6 premiers mois sont une déception. Tu avais été formé pour passer à l'action. Ici, tu analyses, tu fais des briefings, tu révises, tu fais à nouveau des briefings. Puis, petit à petit, tu commences à comprendre. Une mauvaise décision prise à cette table se répercute en cascade sur chaque base d'opérations avancées, chaque convoi, chaque escouade de tir sur le front. Les soldats que tu commandais à Ramadi et à Kunar, leurs homologues sont toujours là-bas. Ce qui se passe dans ce bâtiment détermine ce à quoi ils vont être confrontés. Tu cesses d'être déçu. Tu commences à faire preuve de sensibilité. Tu travailles sur la planification des scénarios dans le Pacifique. Tu étudies la doctrine militaire chinoise, la structure des forces nord-coréennes, ainsi que les lignes logistiques le long des chaînes d'îles. Tu fais des exposés devant des généraux 3 étoiles qui posent des questions pointues et n'ont aucune patience pour les réponses vagues. La générale de brigade Patricia Odom te dit un jour « La moitié des gens dans ce bâtiment sont intelligents. Très peu sont clairs et précis. Tu es les deux. Ne gâche pas ça. » Tu ne le gâches pas. À 38 ans, tu es promu lieutenant-colonel avec 18 mois d'avance sur ta classe d'âge. Niveau 7, lieutenant-colonel. Tu as 38 ans. Tu commandes un bataillon à Fort Campbell, dans le Kentucky, 800 soldats. Le fief de la 101e division aéroportée, les Aigles hurlants. C'est la dernière fois qu'un officier supérieur est suffisamment proche pour sentir la boue, connaître chaque sous-officier par son nom, ressentir l'institution à un niveau personnel. En 2019, tu seras déployé en Roumanie, une présence avancée renforcée de l'OTAN. La mission, la dissuasion. À 50 km de la frontière ukrainienne. Les activités militaires russes s'intensifient depuis 5 ans. Tu observes, tu fais rapport et tu maintiens l'état de préparation. Un soir, sur une colline près de Constanța, un sous-officier regarde vers l'est, en direction de la mer Noire, et demande « Tu crois qu'ils vont vraiment venir ?» Tu réponds « Peu importe, on fait comme s'ils allaient venir, c'est tout. » Il hoche la tête, il en a vu plus que toi. Son hochement de tête a un sens. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Quand ça commence, tu es dans ton pays natal, tu regardes le terrain sur lequel tu te tenais il y a 3 ans se faire engloutir par des colonnes de chars et d'infanterie. Tu repenses qu'à cette crête. Tu repenses à sa question. Tu fais un briefing aux conseillers du Congrès sur l'état de préparation de l'armée. Tu utilises un langage clair. Vous ne vous livrez pas à des spéculations. Un conseiller dit ensuite à son officier d'escorte « Ce colonel n'a pas essayé de nous influencer. Il nous a simplement informés. » C'est le plus beau compliment professionnel que vous ayez reçu depuis des années. Être promu colonel ne dépend pas uniquement de la performance, c'est une question d'adéquation. L'armée décide si l'on peut se fier à ton jugement, si l'on peut compter sur toi au-delà de tes erreurs de carrière. Ton dossier personnel est bien rempli. Tes évaluations sont cohérentes. Ton casier est vierge. On te fait confiance pour l'instant. Niveau 8. Colonel. Tu as 43 ans. Tu commandes une brigade de 5000 soldats. Tes décisions entraînent le déplacement de matériel valant des centaines de millions de dollars. Ta signature valide les cycles de formation, les certificats de déploiement et les évaluations de réorientation professionnelle. Ton chauffeur, le soldat de première classe Torres, a 20 ans et vient d'El Paso. Il est très attentif et parle très peu. Un jour, tu lui dis « La meilleure chose que tu puisses faire pour l'instant, c'est d'observer et de noter comment les gens prennent leurs décisions. » Il te regarde dans le rétroviseur et hoche la tête. Tu te demandes si quelqu'un t'a dit ça un jour ou si tu l'as appris à tes dépens. La brigade sera déployée dans la région Indo-Pacifique en 2024. Le Pacifique, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan. Pas de poste de contrôle, pas d'interprète, pas de tranchées à 4h30 du matin. Ici, la menace, c'est la géométrie. Des distances qui se mesurent en milliers de kilomètres. Des lignes logistiques qui s'étendent à travers l'océan et un ennemi qui étudie la doctrine américaine depuis plus longtemps que la plupart de ses soldats ne sont en vie. Toi aussi, tu l'étudies. À Okinawa, lors d'un exercice de centre de commandement mené avec les forces Tudor-Etiats sud-coréennes et japonaises, une erreur de communication provoque un incident simulé de tir ami. L'enquête post-opérationnelle est impitoyable.
Tu t'assois et tu écoutes sans esquiver. Devant tes homologues, tu assumes ta part de responsabilité dans l'erreur. Ton homologue sud-coréen, le colonel Kim Jun, te serre ensuite la main et te dit « Un commandant qui reconnaît ses erreurs devant ses alliés est digne de confiance. Je retravaillerai avec toi. » Tu notes cela à côté de la recommandation de Webb datant de 1998. Tu es sélectionné pour intégrer l'Académie de guerre de l'armée de terre à Carlisle Barracks, en Pennsylvanie. Grande stratégie, relations civilo-militaires, limite de la puissance militaire. Tu rédiges d'une thèse sur les lacunes logistiques dans les environnements controversés du Pacifique. 3 membres de l'état-major interarmé envoient des commentaires par les voies officielles. Tu comprends ce que cela signifie. Grade 9, général de division. Tu as 49 ans, 1 étoile. La cérémonie de promotion a lieu au Pentagone. Ta mère est au 1er rang. Elle a 71 ans et porte encore du jaune. Alors que le chef d'état-major te fixe l'étoile sur l'épaule, tu repenses à Fort Jackson en juillet, aux œufs à la poussière et aux couvertures en laine verte, et à la voix de Moreau à 4h45 du matin. Darvud marchant sans armes en terrain dangereux. Danny Okafor, qui est en vie quelque part dans l'Ohio, une miche de pain posée sur le poteau d'un poste de contrôle au Kosovo. Tu penses à tout cela, exactement le temps qu'il faut pour épingler une étoile. Puis, tu avances. Tu es nommé commandant adjoint des opérations au commandement des forces terrestres du Pacifique des États-Unis à Fort Hawaii. 36 pays, le plus grand commandement géographique au monde. La région la plus critique sur le plan stratégique de ce siècle. Tu travailles sous les ordres du général 2 étoiles, Gabriel Chevalier. Ce Gabriel Chevalier, de Shreveport. Toujours le meilleur tireur de chaque pièce. Toujours celui qui rit de tout. Toujours celui qui réfléchit pendant que les autres réagissent. Le premier jour, il te dit « Tu sais comment te battre, tu sais comment diriger. Maintenant, apprends à faire preuve de patience, car cela a un véritable coût. C'est le travail à ce niveau. » Tu écris, même carnet, page différente. À ce niveau, il ne s'agit plus de donner des ordres directs. Il s'agit de façonner l'environnement dans lequel le commandant évolue. On sème ce qu'on ne récoltera pas. C'est la nature même de ce niveau. Un après-midi à Camp Smith, 2 colonels discutent de l'affectation des ressources devant leurs officiers d'état-major. Vous leur accordez 90 secondes pour s'exprimer. Puis vous dites « Voilà la contrainte. Voilà le point de décision. Voici ce dont j'ai besoin de chaque direction d'ici jeudi. » La réunion se poursuit. Votre aide de camp, le capitaine Rivera, vous accompagne dehors et vous demande « Comment avez-vous su quand intervenir ?» Vous répondez « 9 secondes suffisent généralement pour entendre le véritable problème au cœur de la question posée. » L'auteur, vous remarquez, mais ne dites rien. Niveau 10, général de corps d'armée. Vous avez 53 ans, 2 étoiles. Vous commandez le commandement des forces terrestres des États-Unis, le FORSCOM. Vous êtes responsable de la formation, de la préparation et du déploiement de plus de 750 000 soldats d'active, de réserve et de la garde nationale à travers le continent américain. Tu es assis à un poste où sont prises les décisions qui ont influencé chaque niveau que tu as atteint jusqu'à présent. Le soldat de première classe qui a pris froid à Fort Jackson. Le sergent sur un toit à Kandahar. Le lieutenant qui a vu un convoi en feu sur la route mobile. Le colonel qui a mené une enquête après une opération impitoyable à Okinawa. Tu te souviens de tout cela car tout cela, c'était toi. Les matins commencent à 5 heures, pas parce que quelqu'un l'exige. 35 ans de réveil à 4h45 t'ont définitivement reprogrammé. Tu cours 5 kilomètres. Tu lis 2 résumés de renseignements. Tu bois une tasse de café, noir comme le buvait Moreau. Tu l'as remarqué une fois à 18 ans et tu ne l'as jamais oublié. Les briefings ici ont une texture différente. Les chiffres sont plus gros, les calendriers sont plus longs. Une décision d'approvisionnement prise aujourd'hui façonne l'équipement d'un soldat en 2035. Une lacune en matière de préparation identifiée aujourd'hui peut faire la différence entre la dissuasion et une erreur de calcul sur un front qui n'a pas encore de nom. Tu es responsable de tout cela.
Il y a des matins où ce poids est tangible, pas écrasant, juste présent. Comme un sac à dos que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié que tu le portes. Et pourtant, tu le portes. C'est ce que ce niveau exige de toi. Pas de génie, pas d'invincibilité. Juste la détermination de continuer à porter et à marcher. Au printemps, tu témoignes devant la commission des forces armées du Sénat. 12 sénateurs, des caméras. Certaines questions sont pertinentes, d'autres sont politiques, d'autres encore sont conçues pour produire des citations percutantes plutôt que des réponses. Tu réponds quand même, avec clarté. 35 ans de service t'ont appris que la clarté n'est pas un style. C'est une discipline. Un sénateur vous demande « Général, que faut-il pour construire une armée capable de gagner les guerres des 20 prochaines années ?» Vous hésitez non pas parce que vous ne savez pas, mais parce que la vraie réponse est humaine. Elle a commencé en juillet, dans un bus en route pour Fort Jackson, alors que vous aviez 18 ans et que vous n'aviez encore rien compris. Tu réponds « Sénateur, cela commence par un jeune homme qui décide de s'engager pour une cause plus grande que lui. Tout ce que nous construisons dépend de la prise de cette décision chaque année par des gens que nous ne connaissons pas, dans des villes que nous ne visiterons jamais. Notre devoir est d'être à la hauteur lorsqu'ils s'engagent. » La salle se tait un instant. Tu penses chaque mot. Tu as désormais 18 ans et tu apprends des choses que tu ne savais pas. Le grade n'est pas synonyme de pouvoir. C'est une responsabilité à laquelle s'ajoute un titre. Les soldats que tu commandais ont toujours été au cœur même de la question. Ce ne sont pas les missions, ni les médailles, ni les briefings dans les salles décorées de drapeaux. Le leadership, ce n'est pas d'être la voix la plus forte dans la pièce. Tu l'as appris de Moreau, qui ne haussait jamais la voix au-delà du niveau nécessaire pour se faire entendre. Ce n'est pas non plus d'être celui qui a le plus de médailles, car l'homme le plus décoré de ton bataillon à Kandahar est rentré chez lui sans jamais en parler une seule fois. Ce n'est pas non plus une question de grade. Tu as vu des généraux insulter des soldats et des sergents-chefs maintenir toutes les sections unies avec une constance silencieuse. Il y a des jours où 2 officiers viennent te voir avec le même problème et des solutions opposées, et où les 2 ont raison, et pourtant tu dois choisir. En sachant que tu peux te tromper, en sachant que le prix de cette erreur sera payé par les personnes qui t'ont confié leur vie et leur carrière. Ce sont ces jours-là que tu mérites tes étoiles. Le vrai travail de cette armée se fait en dessous de ton niveau. Ça a toujours été comme ça. Ça le sera toujours. Il y a une plaque sur le mur de ton bureau au Forcecom. Tu l'as fait réaliser à partir d'une ligne tirée du carnet que tu tiens depuis 1998. On y lit « L'armée t'apprend à combattre. Elle ne t'apprend pas qu'en réfléchir. C'est à toi de le faire. » Gabriel Chevalier, caporal, 82e division aéroportée, Fort Benning, Géorgie, 1998. Il a désormais 2 étoiles. Certaines choses ne changent pas. Tu n'es pas arrivé à ce niveau en étant le plus bruyant ou le plus visible. Tu es arrivé en étant fiable quand la fiabilité était difficile, honnête quand l'honnêteté avait un prix, et prêt quand ta présence exigeait du sacrifice. Le bus pour Fort Jackson est parti il y a 35 ans et tu ne l'as pas pris. Tu peux toi aussi t'impliquer dans ce processus en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire.